Le vent d'automne charriait une odeur de décomposition, tandis que la voiture franchissait les grilles de fer du manoir de Thornfield, et Lady Ellara Sinclair, désormais la duchesse de Thornfield, bien que le titre lui semblât être un manteau emprunté qui ne lui seyait pas tout à fait, pressa sa main gantée contre la vitre froide, regardant l'édifice de pierre grise émerger de la brume comme un spectre issu de quelque rêve mélancolique. Les arbres qui bordaient l'allée avaient déjà abandonné leurs feuilles, des branches squelettiques tendues vers un ciel couleur d'ardoise, et elle se surprit à penser que tout ici semblait être en deuil, bien qu'elle ne pût dire de quoi ou de qui. Le mariage avait eu lieu le matin même dans la chapelle du domaine de son père. Une cérémonie si brève et silencieuse qu'elle paraissait à peine réelle. Le duc avait prononcé ses vœux d'une voix dépourvue d'inflexion, n'avait pas croisé son regard une seule fois, avait passé l'anneau à son doigt avec des mains qui tremblaient, non pas d'émotion, mais de ce qui semblait être une fureur contenue, ou peut-être de l'angoisse. Maintenant, alors que la voiture s'arrêtait dans une secousse devant l'imposante entrée du manoir, Ellara lissa sa robe de voyage et se rappela qu'elle avait conclu cet arrangement les yeux ouverts, que les dettes de sa famille avaient exigé ce sacrifice, qu'elle était une femme de 23 ans et qu'elle possédait la force d'âme nécessaire pour endurer la froideur qui l'attendait entre ses murs. Le duc sortit le premier, sa haute silhouette se dépliant de la voiture avec une grâce qui semblait en contradiction avec la rigidité de sa posture, et il ne lui offrit pas sa main pour l'aider à descendre, ne jeta même pas un regard en arrière pour s'assurer qu'elle le suivait, tandis qu'il se dirigeait d'un pas décidé vers l'entrée où une rangée de serviteurs se tenait assemblée dans le crépuscule grandissant. Ellara descendit seule, sa petite malle la suivant, et traversa l'allée de gravier, le menton levé, refusant de laisser paraître son appréhension. À l'intérieur, le manoir n'était que bois sombre, et ombres plus sombres encore, des portraits de Thornfield morts depuis longtemps, la dévisageant depuis les murs, avec des expressions aussi austères que celles du duc actuel, et ce fut là, dans le grand hall, avec son énorme cheminée crépitant inutilement contre le froid envahissant, que le duc s'adressa enfin directement à elle. « Madame Holloway vous montrera vos appartements, » dit-il, sa voix portant le même vide émotionnel qu'elle avait eu lors de leurs vœux, et lorsque la gouvernante âgée s'avança avec quelque chose comme de la pitié dans les yeux, Ellara sentit le premier frémissement d'un véritable malaise. « Votre grâce, » commença prudemment madame Holloway, « dois-je préparer les appartements de la duchesse ?» La mâchoire du duc se crispa, un muscle tressaillant sous la peau pâle, et ses yeux gris, magnifiques, pensa Ellara distraitement, et totalement dépourvus de chaleur, se fixèrent sur un point au-delà de son épaule. « Non, » dit-il sèchement. « L'aile des domestiques, la petite chambre qui donne sur le potager. » Les mots tombèrent dans le hall comme des pierres dans une eau dormante, et Ellara sentit l'onde de choc la parcourir tout entière, même si elle gardait son sang-froid, même si les serviteurs se déplaçaient mal à l'aise et détournaient le regard. « Les quartiers des domestiques, votre grâce, » répéta Madame Holloway, espérant clairement avoir mal entendu. « Vous dormirez dans les quartiers des domestiques, » répéta le duc, chaque mot prononcé avec une précision cruelle, et maintenant ses yeux rencontrèrent ceux d'Ellara, froids et provocateurs, comme s'il la mettait au défi de protester. « J'ose espérer que cela sera adéquat pour vos besoins, madame. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez en informer madame Holloway. Je vous souhaite une bonne nuit. » Et sur ce, il tourna les talons et disparut en haut du grand escalier, laissant Ellara debout dans le hall comme un colis indésirable, ses mains jointes devant elle pour cacher leur tremblement, son cœur lourd comme du plomb dans sa poitrine, tandis que les murmures des serviteurs commençaient à s'élever autour d'elle, comme le vent d'automne au dehors, plein de pitié, de scandale et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé,
Abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Maintenant, commençons. La chambre était petite et simple, nichée sous les combles dans la partie la plus ancienne du manoir où les domestiques avaient vécu depuis des générations, et tandis que Madame Holloway allumait l'unique lampe avec des mains qui tremblaient légèrement, que ce soit à cause de l'âge ou de la détresse. Et Lara ne pouvait le déterminer. La bouche de la gouvernante s'agitait comme si elle souhaitait parler, mais ne trouvait pas les mots adéquats pour une situation aussi sans précédent. « Je suis désolée, ma lady », parvint-elle finalement à dire, son visage buriné plissé par une angoisse sincère. « Ce n'est pas juste. Sa grâce, il n'a pas toujours été. » Mais elle s'interrompit, secouant la tête, et Elara lui toucha doucement le bras, la libérant de l'obligation de s'expliquer. Lorsque la porte se referma et qu'elle se retrouva seule, Elara s'affaissa sur le lit étroit, si différent du grand lit à baldaquin auquel elle s'était attendue en tant que duchesse, et s'accorda un instant de faiblesse. Une larme silencieuse qui traça son chemin sur sa joue avant qu'elle ne l'essuie avec une détermination farouche et ne se lève pour déballer sa modeste malle. À travers les murs minces, elle pouvait entendre le personnel de la cuisine en bas, leur voix montant à travers le plancher, et bien qu'elle sût qu'écouter aux portes était indigne de son rang, elle ne put s'empêcher de prêter l'oreille alors que la voix de la cuisinière s'élevait en un murmure indigné. 3 ans que Lady Catherine est morte, et il se punit encore lui-même, et maintenant cette pauvre fille pour des crimes qu'elle n'a jamais commis. Une autre voix, plus jeune, répondit. Ma tante travaillait ici avant la tragédie. Elle disait que le duc était différent à l'époque, toujours en train de rire, toujours aimable avec le personnel. Lady Catherine avait cet effet sur lui, elle faisait ressortir sa chaleur. Mais quand elle est morte, la voix baissa, et Elara dut tendre l'oreille pour entendre. On dit que ça le hante encore, ce qui s'est passé cette nuit-là. Qu'il se blâme, même si ce n'était rien d'autre qu'un terrible accident. La conversation se dissolut en murmures qu'Elara ne put déchiffrer, mais elle resta figée, les mains enfouies dans sa malle, une miniature à cadre d'argent de sa mère serrée et oubliée dans ses doigts, tandis que la compréhension commençait à se cristalliser dans son esprit comme du givre sur une vitre. Le duc n'était pas cruel par nature, mais par blessure, non pas froid, mais gelé, piégé dans un chagrin si profond qu'il l'avait transformé en cet étranger creux et hostile qui ne pouvait supporter la vue d'une épouse qu'il avait été forcé de prendre par devoir et par les circonstances. Au cours des jours suivants, alors qu'Elara se déplaçait dans le manoir comme un fantôme elle-même, invisible, ignorée, existant dans les marges de la maisonnée, elle reconstitua la tragédie à partir de fragments entendus et d'observations attentives. Lady Catherine Ashworth, belle et douce, fiancée au duc Adrian, alors qu'ils étaient tous deux jeunes et pleins de promesses, était morte 3 ans plus tôt par une nuit d'hiver, lorsque sa voiture s'était renversée sur la route périlleuse venant du village, et le duc, qui devait la retrouver ce soir-là, mais avait envoyé un mot pour retarder leur rencontre en raison d'affaires concernant le domaine, avait été celui qui avait trouvé son corps brisé dans la neige. La culpabilité, murmuraient les domestiques, l'avait dévoré de l'intérieur, l'avait transformé en un homme qui traversait la vie en accomplissant les gestes de l'existence, mais ne ressentant rien, ne désirant rien, refusant toute connexion de peur qu'elle ne mène une fois de plus à une perte dévastatrice. Maintenant, en déballant le reste de ses affaires dans cette chambre qui sentait la lavande et la solitude, Elara plaça ses quelques livres sur l'étagère en bois brut et comprit, avec une clarté soudaine et douloureuse, qu'elle avait été exilée non pas en punition pour qui elle était, mais en protection contre ce qu'elle pourrait devenir, quelqu'un qu'il pourrait perdre, quelqu'un dont la perte pourrait finalement briser le peu qui restait de l'âme fracturée du duc. Le sommeil ne voulait pas venir,
bien qu'Elara restât immobile comme la pierre dans le lit étroit, écoutant le manoir s'installer autour d'elle comme une créature ancienne installant ses os pour le repos. Le craquement des lattes du plancher se contractant dans le froid de l'automne, le murmure du vent à travers les fentes de la fenêtre, le tic-tac lointain d'une horloge quelque part dans les profondeurs de la maison, marquant chaque seconde de son exil avec une précision méthodique. Elle avait laissé la lampe brûler à feu doux, ne voulant pas s'abandonner complètement à l'obscurité de cet endroit étrange. Et sa lumière vacillante projetait des ombres qui dansaient sur le plafond en pente, comme les fantômes de tous les domestiques qui avaient dormi dans cette chambre avant elle, rêvant leurs rêves simples de jours de congé, d'amour et de vie non alourdis par le poids des obligations nobles. La maison s'était tue vers minuit, les derniers pas s'évanouissant, les dernières portes se fermant, jusqu'à ce qu'Elara se sente absolument seule, d'une manière qu'elle n'avait jamais connue, même dans les moments les plus solitaires de sa jeunesse, et elle commençait tout juste à glisser vers un sommeil agité, lorsque le cri brisa le silence, comme du verre explosant dans une pièce silencieuse. Elle se redressa d'un bond, le cœur battant contre ses côtes, tous ses sens soudainement vifs et en alerte, alors que le son résonnait dans les couloirs, non pas un cri de douleur physique, mais quelque chose de bien pire, quelque chose de primal et d'angoissé, le son d'une âme en tourment. Sans réfléchir, Elara rejeta ses couvertures et attrapa sa robe de chambre, ses mains tâtonnant avec les liens tandis qu'elle se dirigeait vers la porte, et sortait dans le couloir faiblement éclairé, où quelques appliques murales brûlaient à faible intensité, projetant plus d'ombre que de lumière. Le cri retentit de nouveau, étouffé maintenant mais non moins terrible, et elle le suivit comme un fil sombre à travers le labyrinthe des couloirs, passant devant des portes fermées, derrière lesquelles elle imaginait les domestiques allongés, éveillés et écoutant avec la résignation de ceux qui avaient entendu cela de nombreuses fois auparavant. Le son la mena à l'aile et vers une paire de portes richement sculptées qui se tenaient entr'ouvertes, et à travers l'ouverture, elle put voir le vacillement de la lumière du feu et entendre non plus des cris, mais une respiration haletante, des sanglots rauques qui frappèrent son cœur avec une force inattendue. Elle fit un pas en avant, sa main se tendant vers la porte, quand une voix derrière elle la figea sur place. « Ma lady, s'il vous plaît. » Madame Holloway se tenait dans le couloir, un châle enroulé autour de sa chemise de nuit, son visage tiré par l'épuisement et le chagrin. Mieux vaut ne pas interférer. Mais Elara ne pouvait bouger, transpercée par les sons de souffrance émanant de ses appartements. Et elle regarda deux jeunes valets de pied émerger des chambres du duc, leurs visages soigneusement impassibles, bien que leurs yeux eussent une qualité hantée, qui parlait d'horreurs vues trop souvent. « Sa grâce souffre de cauchemars », expliqua sèchement madame Holloway, venant se tenir à côté d'Elara et l'éloignant doucement de la porte. « Ils viennent la plupart des nuits. Il n'y a rien à faire. Il n'accepte aucun réconfort, ne verra pas de médecin, ne parlera pas de ce dont il rêve. Nous avons appris qu'il vaut mieux les laisser passer. » La respiration au-delà de la porte s'était maintenant calmée, pour devenir quelque chose de plus contrôlé, bien qu'Elara pensât pouvoir encore entendre le bord rauque de sanglots réprimés, et elle se laissa reconduire à travers les couloirs vers sa petite chambre, l'esprit tourbillonnant de cette nouvelle compréhension. Lorsqu'elle se recoucha enfin dans son lit, la lampe toujours allumée, le sommeil resta aussi lointain que jamais, mais maintenant sa veille avait une qualité différente, non pas la solitude de l'exil, mais une étrange et douloureuse compassion pour l'homme qui l'avait banni, le duc brisé, qui criait dans les ténèbres sans personne pour le serrer dans ses bras, souffrant seul dans ses grands appartements, tandis qu'elle gisait seule dans les siens, tous deux isolés par le chagrin et le devoir et la distance infranchissable entre ce qui était et ce qui aurait pu être. Les semaines se déroulèrent avec la lente inévitabilité de l'automne lui-même,
chaque jour, une variation sur le thème de la séparation. Et Elara apprit les rythmes du manoir de Thornfield comme on apprend à se déplacer dans une maison dans l'obscurité, par une attention méticuleuse, par la mémorisation des obstacles, en acceptant que certaines pièces lui resteraient à jamais fermées. Elle prenait ses repas dans la petite salle à déjeuner, attenante à la cuisine, un espace clairement destiné à la gouvernante ou au domestique supérieur. Et bien que Madame Holloway insista pour mettre la table avec de la porcelaine fine comme il convenait à une duchesse, le geste ne faisait que souligner l'absurdité de sa situation. Une noble dînant en exil, tandis que son mari mangeait seul dans la grande salle à manger, un étage au-dessus. Ces journées acquirent une structure tranquille, née de la nécessité. Les matinées passées à arpenter les vastes terres où les jardins se rendaient lentement à l'approche de l'hiver, les roses laissant tomber leurs pétales comme des espoirs abandonnés, les fontaines vidées et couvertes, les haies brunissant sur leurs bords, les après-midi à la bibliothèque, une magnifique pièce tapissée du sol, au plafond de volumes reliés en cuir, où elle attendait d'entendre les pas du duc s'éloigner dans le couloir avant de se glisser à l'intérieur pour se perdre dans la poésie, la philosophie et les romans de la vie des autres. Ils se croisaient occasionnellement dans les couloirs, ces rencontres étant inévitables dans une maison qu'ils habitaient tous deux, et chaque fois Elara hochait poliment la tête, murmurait « Votre grâce » en signe de reconnaissance, et chaque fois le duc inclinait à peine la tête avant de passer devant elle comme si elle n'était qu'un autre meuble, un autre portrait sur le mur, à regarder et à oublier. Pourtant, elle l'observait malgré ses tentatives d'invisibilité, ne pouvait s'empêcher de remarquer les détails qui s'accumulaient comme des feuilles mortes. La façon dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prenait son café au petit déjeuner, les rares fois où leurs horaires coïncidaient, l'air hanté de ses yeux gris qui suggéraient des nuits blanches et des cauchemars éveillés, la distance prudente qu'il maintenait non seulement avec elle, mais avec tout le monde, même les fidèles serviteurs qui le connaissaient depuis l'enfance. Elle l'observa un matin de sa fenêtre, alors qu'il se tenait dans le jardin. Fixant un rosier particulier, sa posture si rigide qu'il semblait pouvoir se briser, et ce n'est que plus tard qu'elle apprit du jardinier que Lady Catherine avait planté ses rosiers l'été avant sa mort. Elle vit comment le personnel de la maison se déplaçait autour de lui avec un soin exagéré, parlant à voix basse lorsqu'il était proche, et elle comprit que sa cruauté n'était pas du tout de la cruauté, mais plutôt une forteresse bâtie pierre par pierre de chagrin et de culpabilité, un mur destiné à tenir le monde à distance, afin qu'il ne ressente plus jamais la douleur dévastatrice de la perte. L'automne s'approfondit autour d'eux, novembre approchant avec sa promesse de jours plus sombres et de nuits plus longues. Et Elara ne se sentit plus amère de son bannissement dans les quartiers des domestiques, mais plutôt étrangement reconnaissante, car de cette position en marge, elle pouvait observer sans le fardeau des attentes, pouvait commencer à voir au-delà de l'extérieur glacial du duc l'homme souffrant en dessous, pouvait reconnaître dans son isolement prudent non pas un rejet, mais une terrible forme de protection mal avisée. Il ne la repoussait pas parce qu'il la haïssait, réalisa-t-elle un après-midi en l'observant par la fenêtre de la bibliothèque, debout seul dans le jardin mourant, les épaules courbées sous un poids invisible, mais parce qu'il ne pouvait supporter de la laisser s'approcher assez pour la perdre. L'orage arriva vers minuit avec la violence de quelque chose de longtemps réprimé qui se libérait enfin. La pluie s'abattant contre les fenêtres en vagues qui sonnaient comme des poignées de gravier lancées par un dieu en colère, et Elara se réveilla de rêves agités pour trouver sa petite chambre illuminée par des éclairs intermittents qui rendaient les ombres familières étranges et menaçantes. Elle resta allongée à écouter le tonnerre rouler sur les landes, comptant les secondes entre l'éclair et le son, comme sa mère le lui avait appris dans son enfance, et commençait tout juste à replonger dans le sommeil lorsque les coups frappés à la porte se firent entendre, doux au début,
presque hésitant, puis plus insistant, un rythme qui semblait porter en lui une urgence désespérée. Pendant un instant, elle pensa l'avoir imaginé, que l'orage jouait des tours à ses sens, mais les coups reprirent, et elle se leva rapidement. Attrapant sa robe de chambre et la nouant solidement avant de se diriger vers la porte, son esprit passant en revue les possibilités. Était-il arrivé quelque chose? Y avait-il une urgence dans la maisonnée? L'orage avait-il causé des dommages qui requéraient son attention malgré son statut marginal en ce lieu? Elle ouvrit la porte et se figea, le souffle coupé à la vue qui s'offrait à elle. Le duc se tenait dans le couloir faiblement éclairé, ses cheveux sombres en désordre et tombant sur son front, sa chemise de nuit ouverte au col, révélant la colonne pâle de sa gorge, et ses yeux gris qui étaient habituellement si soigneusement voilés, étaient écarquillés et hagards, empreints d'une terreur si brute qu'elle semblait dépouiller toutes les défenses qu'il avait construites, le laissant exposé et vulnérable comme un enfant réveillé d'un cauchemar. Il vacilla légèrement sur ses pieds, et Elara réalisa avec un choc qui perça sa propre confusion qu'il n'était pas pleinement conscient, qu'il se déplaçait dans un état de demi-sommeil, où le rêve et la réalité se fondaient en un seul paysage terrible. « Catherine » murmura-t-il, sa voix se brisant sur le nom, et il tendit vers elle une main qui tremblait violemment, son visage transformé par un espoir et une angoisse si désespérée qu'Elara sentit des larmes monter à ses propres yeux sans y être invitée. « Catherine, je suis désolé, je suis tellement désolé, s'il te plaît. » Et puis, comme un homme remontant des profondeurs, la conscience revint s'écraser sur ses traits, et elle assista au moment exact où il reconnut où il était, qui elle était, ce qu'il avait fait. L'horreur qui inonda son expression était presque pire que la terreur qui l'avait précédée, une mortification si complète qu'il recula en trébuchant, sa main retombant à son côté, comme s'il s'était brûlé. « Votre grâce » commença Elara, sa voix douce, voulant désespérément apaiser la honte qu'elle voyait inscrite sur chaque ligne de son corps. Mais il se détournait déjà, fuyant déjà le long du couloir, sa chemise de nuit flottant derrière lui comme les ailes d'un oiseau blessé. « Attendez » appela-t-elle après lui, entrant dans le couloir, sa main tendue, bien qu'il fût déjà trop loin pour l'atteindre. « S'il vous plaît, attendez. » Mais il était parti, disparu dans l'obscurité et l'orage. Et Elara resta seule sur le seuil de sa petite chambre, avec la pluie tambourinant au-dessus de sa tête, et son cœur endolori d'une compassion si féroce qu'elle la surprit, car elle venait d'être témoin de ce que toute la froideur calculée du duc avait été construite pour cacher, non pas l'indifférence, non pas la cruauté, mais un chagrin si profond et une vulnérabilité si absolue qu'il ne pouvait supporter que quiconque la voie, et pourtant il était venu à sa porte dans son moment de plus grand besoin, l'avait cherchée à travers le labyrinthe de ses cauchemars, s'était tenu devant elle dépouillé de toute prétention, et dans ce bref et terrible instant, avant que la honte ne le chasse, elle avait vu l'homme qu'il aurait pu être, l'homme qu'il était encore sous l'armure de glace. 3 nuits plus tard, cela se reproduisit. Puis de nouveau 5 nuits après, et au moment où novembre s'installa pleinement sur le manoir de Thornfield, avec ses ciels gris et son obscurité précoce, Elara en était venue à reconnaître le schéma aussi clairement qu'elle reconnaissait les cloches du matin qui appelaient la maisonnée au réveil. Les orages n'étaient pas toujours nécessaires, car les cauchemars du duc suivaient leur propre météorologie, mais ils venaient avec une fréquence croissante, et toujours, il trouvait son chemin à travers le dédale des couloirs jusqu'à sa porte dans les quartiers des domestiques, attiré par un besoin inconscient qu'il ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Chaque fois était une variation de cette première rencontre terrible. Parfois, il frappait et elle ouvrait la porte pour le trouver déjà en train de se détourner, la conscience l'ayant rattrapé avant qu'elle ne puisse répondre. D'autres fois,
Il se tenait simplement dans le couloir devant sa chambre, le front pressé contre le mur à côté de sa porte, sa respiration haletante, et elle l'ouvrait doucement pour le trouver là comme un pénitent devant un sanctuaire auquel il ne croyait pas, mais qu'il ne pouvait s'empêcher de visiter. Une fois, il entra même lorsqu'elle ouvrit la porte, fit 3 pas dans sa petite chambre avant que ses yeux ne se fixent et qu'il ne voie où il était, la mortification le submergeant comme une vague avant qu'il ne s'enfuit sans un mot. Elle apprit à ne pas parler pendant ces rencontres, car sa voix semblait briser l'état fragile qui le tenait, semblait le ramener trop rapidement à la conscience et à la honte. Et ainsi, elle ouvrait simplement sa porte lorsque les coups légers venaient, le regardait avec compassion, tandis que la conscience revenait et le faisait fuir, refermait la porte et retournait à son lit, le cœur plein d'une douleur qu'elle ne pouvait nommer. Après la 4e visite, Elara commença à s'y préparer comme on se prépare à un invité attendu. Elle laissait une lampe brûler à feu doux toute la nuit, gardait la bouilloire sur le petit brasereau de sa chambre pour que l'eau reste chaude, se procurait de la camomille et de la lavande auprès de Madame Holloway, avec une vague excuse de difficulté à dormir que la gouvernante accepta avec des yeux entendus. Elle disposa une 2e tasse à côté de la sienne, posa une couverture sur la chaise près du feu, créa un espace d'accueil au cas où le duc resterait un jour assez longtemps pour l'accepter, bien que chaque fois il s'enfuit, avant qu'elle ne puisse offrir autre chose que sa présence silencieuse. Pendant leurs rencontres diurnes, ces croisements prudents dans les couloirs, ces moments où ils occupaient les mêmes pièces, dans une proximité rigide et formelle, elle ne mentionnait jamais ses visites nocturnes, ne laissait jamais son expression trahir qu'elle savait comment il venait à sa porte dans ses moments les plus vulnérables, ne donnait aucune indication qu'elle l'avait entendu appeler le nom d'une autre femme avec un désir si désespéré. Elle préservait sa dignité avec la même protection féroce qu'elle aurait accordée à n'importe quelle créature blessée, comprenant instinctivement que reconnaître ses visites le pousserait plus loin dans l'isolement, ajouterait honte sur honte jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Quelque chose changea en elle durant ces semaines, une transformation aussi subtile et inexorable que le changement de saison. Elle cessa de ressentir de l'amertume pour son exil dans les quartiers des domestiques, et commença plutôt à le voir comme un étrange cadeau, car sa proximité avec les marges de la maisonnée l'avait placé précisément là où l'esprit inconscient du duc cherchait du réconfort, et elle comprenait maintenant qu'il ne l'avait pas bannie pour la punir, mais pour la protéger. Et pourtant, sa propre psyché fracturée avait trahi ses intentions, l'attirant nuit après nuit vers le seul endroit où il avait juré qu'elle resterait, la seule personne qu'il avait décidé de maintenir à la plus grande distance. La 5e fois qu'il vint à sa porte, l'orage au dehors était si violent que tout le manoir semblait trembler sous son assaut, et quand Elara ouvrit à ses coups, elle trouva le duc lourdement appuyé contre le cadre de la porte, le visage cendré d'épuisement, ses yeux portant le regard hanté d'un homme qui a été éveillé pendant trop de nuits et ne peut plus se souvenir de ce qu'est la paix. « Catherine, » murmura-t-il comme toujours, mais cette fois, lorsque la conscience revint et que la honte commença à inonder ses traits, quelque chose en lui se brisa simplement, non pas de façon dramatique, non pas avec la violence du tonnerre, mais avec la finalité silencieuse d'une corde usée qui finit par rompre, et au lieu de fuir, il resta simplement là, vacillant légèrement, la regardant avec une expression si perdue qu'Elara agit sans réfléchir. « Entrez !» dit-elle doucement, s'écartant, et comme il ne bougeait pas, elle tendit la main avec précaution, comme on pourrait le faire pour un animal effrayé, et toucha son bras avec la plus légère pression. « S'il vous plaît, vous êtes épuisé. Laissez-moi vous faire un peu de thé. » Peut-être était-ce la douceur de sa voix, ou peut-être avait-il simplement manqué de force pour maintenir ses défenses, mais il la laissa le guider dans sa petite chambre, la laissa l'installer dans le fauteuil près du feu,
pendant qu'elle s'affairait avec la bouilloire et la camomille qu'elle avait gardée en attente précisément pour ce moment. L'orage faisait rage contre les fenêtres, la pluie ruisselant sur le verre en nappe et à la lueur de la lampe. Le duc avait l'air presque fantomatique, ses cheveux sombres plaqués sur son front, ses mains agrippant les bras du fauteuil comme s'il pouvait s'envoler sans un tel ancrage. Elle pressa la tasse chaude dans ses mains et il la prit automatiquement, et ils restèrent assis en silence pendant un long moment, elle sur le bord de son lit étroit, lui dans le fauteuil, l'espace entre eux chargé de tous les mots qui n'avaient jamais été prononcés. « Je rêve de cette nuit, » dit-il enfin, sa voix rauque et basse, comme si les mots étaient extraits d'un endroit profond en lui. « La nuit où elle est morte. Je rêve que je conduis la voiture moi-même, que je vois le moment où la roue se prend dans la glace, où tout commence à se renverser, et j'essaie de l'arrêter, mais mes mains ne bougent pas, ma voix ne fonctionne pas. Et je ne peux que regarder pendant qu'elle... » Sa voix se brisa, et il baissa les yeux sur sa tasse comme si elle pouvait contenir une réponse à des questions qu'il ne pouvait articuler. C'était ma faute. J'étais censé la retrouver ce soir-là. Elle venait du village parce que je lui avais envoyé un mot lui demandant de venir. Et si je ne l'avais pas fait, si j'étais simplement allé la voir à la place, si j'avais attendu un jour de plus... Il s'arrêta, secouant la tête, et quand il continua, ses mots vinrent avec hésitation, chacun semblant lui coûter quelque chose. Les cauchemars ne s'arrêtent jamais. Je pensais que si je gardais tout le monde à distance, si je refusais de laisser quiconque s'approcher, je pourrais le contenir, pourrais empêcher les ténèbres de se propager aux autres. Je pensais que l'isolement était une protection. Mais les ténèbres me suivent quand même, elles me trouvent chaque nuit, et maintenant... Il leva les yeux vers elle pour la première fois, la regarda vraiment, et ses yeux gris étaient à vif de honte et de confusion. Maintenant, je viens à votre porte, bien que je n'ai aucun souvenir d'être venu ici, aucune pensée consciente de vous chercher, et je me réveille pour me retrouver devant vous comme un fou, appelant un fantôme. Je vous ai traité abominablement. Je vous ai exilé dans les quartiers des domestiques. Je vous ai ignoré. Je vous ai rendu malvenu dans ce qui devrait être votre maison. Et pourtant, vous... Il fit un geste impuissant vers le thé, vers la lampe qu'elle gardait allumée, vers l'acceptation tranquille sur son visage. Et Lara posa sa propre tasse et se pencha légèrement en avant. Sa voix stable et claire, malgré les émotions qui gonflaient sa poitrine. « Vous n'êtes pas un fou, vous êtes en deuil, et le deuil ne suit ni règle, ni délai, ni logique. Vous venez à ma porte, parce qu'une partie de vous sait que vous ne devriez pas être seul dans votre souffrance, même si votre esprit conscient refuse de le reconnaître. » Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Je n'ai pas besoin que vous vous excusiez pour la façon dont vous m'avez traité. J'ai besoin que vous sachiez que vous êtes entendu, que ce que vous portez est réel et lourd, et mérite d'être dit à voix haute, pas enfermé là où il s'envenime dans l'obscurité. Et dans cette petite chambre, avec l'orage faisant rage à l'extérieur et la lampe projetant sa douce lumière, le duc de Thornfield pleura pour la première fois depuis la mort de Catherine, et pour la première fois en 3 ans sentit la présence d'un autre être humain qui n'essayait pas de le réparer ou de lui dire de passer à autre chose, mais qui témoignait simplement de sa douleur avec une compassion qui ne demandait rien en retour. Le changement ne vint pas comme un dégel soudain, mais comme le ramollissement progressif du givre sous un soleil timide, à peine perceptible au début, facile à rejeter, comme de l'imagination ou des vœux pieux, jusqu'à ce que l'accumulation de preuves devienne indéniable. Cela commença 3 jours après leur conversation dans sa petite chambre, quand Elara entra dans la salle à déjeuner et y trouva le duc déjà présent, un événement sans précédent, car leurs horaires avaient été soigneusement,
inconsciemment arrangé pour éviter une telle coïncidence, et au lieu de se lever pour partir comme elle s'y attendait, il leva simplement les yeux de son journal, croisa son regard une fraction de seconde et inclina la tête en un minuscule signe de reconnaissance avant de retourner à sa lecture. Le geste était infime, presque rien, mais c'était quelque chose, et Elara le sentit comme une chaleur sur sa peau en prenant place à la modeste table. 2 matins plus tard, alors qu'elle tendait la main vers la marmelade, sa voix perça le silence. « Avez-vous bien dormi, Lady Elara ?» La question était guindée, formelle, clairement inhabituelle, mais c'était néanmoins une question, une reconnaissance de son existence au-delà de la périphérie, et elle répondit avec le même soin. « Assez bien, je vous remercie, votre grâce. » Et vit quelque chose comme un soulagement vaciller sur ses traits avant que le masque de la réserve ne se remette en place. La semaine suivante apporta d'autres petites offrandes. Il mentionna au petit déjeuner que la bibliothèque principale était mal chauffée et qu'elle préférerait peut-être le petit salon pour sa lecture. Il demanda, maladroitement, si elle avait tout ce dont elle avait besoin pour son confort. Il suggéra, avec une timidité qui témoignait d'une lutte intérieure, qu'elle pourrait utiliser la bibliothèque principale quand elle le souhaitait, que son confinement aux heures où il était absent avait été inutilement cruel. Les domestiques remarquèrent ces changements avec la conscience aiguë de ceux dont les moyens de subsistance dépendent de la lecture des humeurs de leur maître. Et Elara surprit les regards entendus échangés entre les valets de pied, le petit sourire qui effleura les lèvres de Madame Holloway lorsque le duc demanda à la gouvernante de s'assurer que Lady Elara ait accès à la serre, la façon dont le personnel de la maison commença à la traiter avec une chaleur qui avait été soigneusement gardée en réserve pendant les semaines de son exil. Madame Holloway elle-même s'adoucit considérablement, prenant le thé avec Elara un après-midi dans la petite salle à déjeuner et parlant avec une approbation discrète. « Vous avez été très patiente avec sa grâce, ma lady, plus patiente que beaucoup ne l'auraient été. Il a de la chance d'avoir quelqu'un qui voit au-delà des murs qu'il construit. » C'est par un après-midi gris de décembre, alors qu'elle errait dans la galerie des portraits en quête de distraction face à la morosité implacable du dehors, qu'Elara découvrit le duc debout, immobile, devant une grande toile, et elle sut sans qu'on le lui dise qu'il s'agissait de Catherine, la femme dont le fantôme avait hanté ses couloirs pendant 3 ans, dont le nom que le duc appelait encore dans ses cauchemars, dont la mort l'avait transformé de l'homme chaleureux et prometteur dont se souvenaient les domestiques, en la figure creuse, qui se tenait maintenant à contempler son visage peint, avec une expression d'une tristesse si complexe qu'Elara se sentit intrusive de simplement en être témoin. Elle faillit faire demi-tour pour le laisser seul dans son chagrin, mais quelque chose la fit rester, la fit avancer doucement jusqu'à ce qu'elle se tienne à côté de lui en silence. 2 personnes regardant l'image d'une troisième qui ne vieillirait jamais, ne changerait jamais, éternellement jeune et belle dans son cadre. Le silence s'étira entre eux, non pas inconfortable mais chargé de signification, et finalement Elara parla, sa voix douce et sans artifice. Elle était belle. Les épaules du duc, qui avaient été rigides de tension, se détendirent très légèrement, et quand il répondit, sa voix portait une qualité qu'elle n'avait pas entendue auparavant, non pas la froide formalité de leurs interactions publiques, non pas l'angoisse brute de ses confessions déchirées par les cauchemars, mais quelque chose de plus doux, de plus humain. « Elle était bonne, » dit-il, puis, après une pause qui semblait contenir à la fois une reconnaissance et des excuses, « comme vous. » Les promenades matinales commencèrent sans arrangement formel ni invitation verbale. Elles évoluèrent simplement de la coïncidence de leurs chemins se croisant un matin de décembre, alors que le givre recouvrait les terres et que leur souffle formait des nuages dans l'air glacial, et le duc, au lieu de hocher la tête et de continuer son chemin
comme c'était devenu sa récente coutume, s'arrêta et dit « Les jardins de l'Est sont très beaux à cette heure, si vous souhaitez les voir. » Et Elara, surprise mais veillant à ne pas le montrer, répondit qu'elle aimerait beaucoup. Ils marchèrent ce premier matin de part et d'autre de l'allée de gravier, la largeur du sentier entre eux comme une zone démilitarisée, ne parlant que pour des commentaires pratiques occasionnels sur le temps ou l'état des lieux. Mais il y avait quelque chose dans le silence partagé qui semblait moins solitaire que les promenades solitaires auxquelles Elara s'était habituée. Et lorsqu'ils se séparèrent à l'entrée du manoir, le duc inclina la tête et dit « Peut-être demain, s'il ne pleut pas. » Et elle comprit que c'était une question plutôt qu'une affirmation. Les promenades devinrent un rituel, ayant lieu chaque matin où le temps le permettait, et parfois même quand il ne le permettait pas, tous deux trouvant apparemment que le froid et l'humidité étaient préférables à l'isolement. Et progressivement, par étapes, le silence entre eux se remplit de mots. Le duc désignait un chêne particulier et mentionnait comment il l'avait escaladé enfant et s'était cassé le bras en tombant de ses branches. Comment son père avait été furieux, mais sa mère avait ri en bandant la fracture. Et Lara parlait de sa propre enfance, d'avoir grandi dans une maisonnée où les livres étaient plus précieux que tout, où son père avait encouragé sa curiosité, même si la société désapprouvait les femmes instruites. Ils partageaient des souvenirs comme des cadeaux soigneusement emballés, testant si l'autre les recevrait avec soin ou négligence, et trouvant toujours que la douceur rencontrait la douceur, que la vulnérabilité était honorée plutôt qu'exploitée. Le duc lui raconta l'histoire du domaine, lui montrant la folie que son grand-père avait construite pour sa grand-mère, le jardin clos que sa mère avait conçu, la prairie où le village tenait ses fêtes des moissons autrefois, et dans ces petits partages, Elara commença à voir non seulement l'homme isolé et accablé de chagrin, mais aussi les couches en dessous, le garçon qui avait aimé cette terre, le jeune homme qui avait rêvé de la remplir de famille et de rire, l'âme brisée qui, malgré tout, s'en occupait encore avec dévotion. Et à mesure que les semaines passaient et que l'hiver s'approfondissait, la distance physique entre eux diminua progressivement, presque imperceptiblement. Ils ne marchaient plus de part et d'autre du chemin, mais tous deux du même côté, séparés de plusieurs pieds, puis ces pieds se contractèrent pour n'être plus que de quelques pouces. Et enfin, un matin où la glace rendait les allées dangereuses, le duc offrit son bras avec une désinvolture étudiée, et Elara le prit avec la même nonchalance prudente. Et ils continuèrent leur promenade comme si cette intimité avait toujours existé, comme si la chaleur du contact à travers les couches de vêtements d'hiver était banale plutôt que révolutionnaire. Ni l'un ni l'autre ne reconnut ce changement, ni ne commenta comment ils marchaient maintenant assez près pour que leurs épaules se frôlent occasionnellement, comment leurs pas s'étaient synchronisés en un rythme assorti, comment le silence entre eux s'était transformé du vide des étrangers au calme confortable de deux personnes qui n'avaient plus besoin de mots pour communiquer leur présence et leur acceptation. Mais tous deux le sentaient, ce rapprochement subtil, cet effondrement progressif de la distance que le chagrin et la peur avaient érigé entre eux. La bibliothèque était devenue le refuge d'Elara pendant les longs après-midi où la lumière hivernale déclinait tôt et où le manoir semblait se refermer sur lui-même. Et c'est là, par un soir de janvier particulièrement froid, qu'elle le trouva, le duc affalé dans l'un des fauteuils à oreilles en cuir près du feu, la tête inclinée à un angle qui causerait sûrement une douleur au réveil, un volume relié en cuir de Wordsworth gisant ouvert sur le sol où il avait glissé de ses doigts détendus. La lumière du feu jouait sur son visage, adoucissant les traits durs que le chagrin et l'insomnie y avaient gravés, et au repos, il paraissait plus jeune, plus semblable à l'homme qu'il avait dû être avant que la tragédie ne le vieillisse au-delà de son âge. Ses cils sombres projetaient des ombres sur ses joues,
Sa bouche était détendue de sa ligne habituellement serrée, une main tombée paume vers le haut sur l'accoudoir du fauteuil dans une attitude de reddition. Elara resta un long moment dans l'embrasure de la porte, se demandant si elle devait se retirer et le laisser à son repos. Mais le feu avait baissé, et la pièce avait pris un froid distinct, et elle pouvait voir le léger frisson qui parcourait son corps, même dans son sommeil, la façon dont son corps cherchait une chaleur qu'il ne pouvait trouver. Se déplaçant avec une quiétude prudente, elle traversa la pièce jusqu'à l'armoire, où elle savait que des couvertures étaient gardées précisément à cet effet. La bibliothèque était notoirement difficile à chauffer, ses hauts plafonds et ses grandes fenêtres conspirant contre le confort, et choisit un épais plaid de laine d'un bordeaux profond. Elle s'approcha du duc endormi avec la même prudence qu'elle avait appris à employer lors de ses visites nocturnes à sa porte, consciente que tout mouvement brusque pourrait le surprendre et le réveiller, provoquant le retrait inévitable qui s'ensuivrait, et elle était juste en train de poser la couverture sur ses épaules lorsque ses yeux s'ouvrirent, gris et momentanément sans focus, avec la désorientation d'un réveil inattendu. Pendant un battement de cœur, ils se regardèrent simplement, Elara figée, ses mains ajustant encore le drapé de la couverture, Adrian clignant lentement des yeux, tandis que la conscience revenait, et qu'il réalisait où il était, qui elle était, ce qui se passait. « Vous aviez froid ?» dit-elle simplement, se redressant mais sans s'éloigner, offrant une explication sans excuse ni embarras. Il baissa les yeux sur la couverture, sur ses mains qui venaient de la lâcher, et quelque chose traversa son visage, la surprise peut-être, ou la confusion, ou le début de quelque chose de tout à fait différent. « Pourquoi vous en souciez-vous » La question sortit brute et sans défense, sans la distance formelle qu'il maintenait habituellement, et elle put y entendre un véritable étonnement, comme si la gentillesse était un concept étranger qu'il ne pouvait plus analyser. « Parce que vous souffrez, » répondit Elara, rencontrant ses yeux avec une honnêteté constante, « et je ne peux pas voir la souffrance et ne rien faire. Il n'est pas dans ma nature de me détourner de la douleur, même quand, surtout quand, cette douleur appartient à quelqu'un qui a fait de gros efforts pour convaincre le monde qu'il ne ressent rien du tout. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, simples et dévastateurs dans leur franchise, et elle vit quelque chose se fissurer dans son armure soigneusement construite, vit son expression passer de l'étonnement à quelque chose de plus vulnérable, de plus ouvert, pas de l'amour, il était bien trop tôt pour l'amour, mais peut-être la première possibilité timide de celui-ci, la reconnaissance que cette femme devant lui le voyait vraiment et ne reculait pas, qu'elle avait été témoin de ses pires moments et était restée, que sa compassion n'était pas de la pitié, mais du respect, une reconnaissance de son humanité, malgré tous ses efforts pour la nier. L'invitation à dîner vint par l'intermédiaire de Madame Holloway, livrée avec un plaisir à peine dissimulé et une lueur entendue dans son œil. Sa grâce demandait la présence de Lady Elara dans la salle à manger ce soir-là à 20h, et aurait-elle la bonté de se joindre à lui pour un repas convenable. C'était, comprit Elara, la première fois depuis son arrivée au manoir de Thornfield qu'une telle invitation était étendue, la première reconnaissance qu'elle n'était pas simplement une obligation gênante à écarter, mais la duchesse de cette maison, son épouse en droit, sinon encore en pratique, et elle s'habilla avec plus de soin que d'habitude, choisissant une robe d'un vert émeraude profond qui faisait ressortir la chaleur de ses yeux bruns, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle fermait le collier de perles de sa mère à son cou. La salle à manger était vaste et formelle, la table assez longue pour accueillir 30 personnes, mais des couverts avaient été disposés à une extrémité, assez proche pour la conversation, et le duc se leva lorsqu'elle entra, ses mouvements raides de nervosité, alors qu'il lui tenait sa chaise. Un geste de courtoisie qu'il n'avait jamais offert auparavant. Ils parlèrent peu pendant les premiers plats, le silence étant occasionnellement rompu
par des remarques polies sur la nourriture ou des observations prudentes sur le temps, tous deux naviguant sur ce nouveau territoire avec la prudence de diplomates traversant un champ de mines, mais à mesure que le repas avançait et que le vin adoucissait les bords de leur incertitude mutuelle, la conversation trouva des rythmes plus faciles, aborda des livres qu'ils avaient tous deux lus, des endroits qu'ils avaient tous deux visités, des souvenirs qui n'incluaient pas de fantômes. C'est au dessert, une délicate tarte aux poires qu'Elara goûta à peine, que le duc posa sa fourchette avec une précision délibérée, prit une inspiration comme pour se préparer à une bataille, et parla avec une formalité qui dissimulait à peine l'émotion sous-jacente. « J'ai donné l'ordre à Madame Holloway de faire déménager vos affaires dans les appartements de la duchesse, là où vous auriez dû être depuis le début. » Les mots tombèrent dans l'espace entre eux comme des pierres dans une eau dormante, et Elara sentit son cœur s'accélérer alors qu'il continuait, sa voix devenant plus rauque, épaisse de regret. « J'ai été cruel, j'avais peur, j'ai toujours peur, mais... » Il s'arrêta, lutta, et elle pouvait voir la guerre menée derrière ses yeux. Le désir de se retirer luttant contre la détermination d'avancer, et finalement, il secoua simplement la tête, incapable ou peu disposé à terminer sa pensée. Mais la phrase inachevée resta là, lourde de possibilités. « Merci, » dit doucement Elara, voyant non seulement le geste pratique, mais l'immense courage qu'il avait nécessité, comprenant que cet homme qui avait passé 3 ans à construire des murs commençait maintenant, brique par brique douloureuse, à les démanteler. « J'accepte, avec gratitude. » Cette nuit-là, elle se retrouva dans les appartements de la duchesse, des pièces qu'elle n'avait aperçues qu'en passant lors de ses premières explorations du manoir, vastes et magnifiquement aménagées, avec un lit à baldaquin assez grand pour 3 personnes, des fenêtres donnant sur les jardins éclairés par la lune, un dressing tapissé d'armoires et de miroirs, tout ce qu'une duchesse pouvait vouloir ou exiger. Les domestiques avaient déplacé ces modestes affaires avec un soin touchant, ces quelques livres disposés sur des étagères qui pouvaient en contenir des centaines, ces robes simples suspendues dans des armoires destinées à un trousseau complet. Et alors qu'elle était allongée dans ce grand lit, sous des couvre-lits brodés, elle se surprit à regretter sa petite chambre sous les combles, avec son plafond en pente et ses murs fins, à regretter l'espace intime où le duc était venu à sa porte dans ses moments de plus grande vulnérabilité. Et elle se demanda, avec un pincement au cœur, s'il trouverait encore son chemin jusqu'à elle, maintenant qu'elle dormait dans des appartements si loin des quartiers des domestiques, si éloignée des espaces marginaux où les choses brisées pouvaient se rencontrer sans prétention. L'hiver s'installa sur le manoir de Thornfield comme une bénédiction, la neige transformant les terres désolées en quelque chose d'adouci et de presque magique, et avec le tournant de la nouvelle année, vinrent des rythmes qui ressemblaient moins à un arrangement qu'à une véritable camaraderie. Petit déjeuner ensemble chaque matin à 8 heures, où ils discutaient des plans de la journée autour d'un café et de toast. Promenade l'après-midi lorsque le temps le permettait, émitouflés dans de lourds manteaux et écharpes, leur souffle se mêlant dans l'air froid. Soirée à la bibliothèque, où ils lisaient dans une proximité confortable, partageant parfois des passages à voix haute, ou débattant de quelques points de philosophie ou de poésie. Ils apprenaient à habiter les mêmes espaces sans la distance prudente qui avait caractérisé ces premières semaines, apprenant que le silence partagé pouvait être aussi intime que la conversation, que la simple présence d'une autre personne pouvait transformer une pièce de solitaire apaisible. Adrian souriait parfois maintenant, de petites expressions au début, à peine plus qu'un adoucissement de son habituel air sérieux, mais devenant progressivement plus fréquentes, plus authentiques, de brefs éclairs de l'homme qu'il avait dû être avant que le chagrin ne lui ôte sa capacité à la légèreté.
et Lara découvrit qu'il possédait un esprit vif, qui émergeait de manière inattendue, un humour subtil qui la prenait au dépourvu et la faisait rire d'une manière qui semblait le surprendre et lui plaire tout autant. Il commença à lui poser des questions pendant leur promenade, de véritables demandes qui allaient au-delà de la politesse, sur sa famille, son enfance, ses livres préférés et pourquoi il l'émouvait, sur ses rêves pour l'avenir, ce qu'elle espérait accomplir, ce qui lui apportait de la joie. Elle apprit à son tour à le connaître par l'observation et la conversation, découvrit sa surprenante douceur avec les ouvriers du domaine, la façon dont il connaissait chaque famille de locataires par leur nom et leur situation, comment il pouvait passer 1 heure à discuter de la rotation des cultures avec les fermiers ou à écouter les théories du jardinier sur la composition du sol. Elle découvrit sa passion pour l'astronomie. Comment? Par les nuits claires. Il se retirait dans l'observatoire que son grand-père avait construit et passait des heures à cartographier les étoiles, trouvant dans leurs motifs lointains un réconfort indisponible dans les affaires terrestres. Un soir, il l'invita à le rejoindre là-bas, et elle se tint debout, frissonnant malgré sa cape, alors qu'il lui montrait les constellations, sa voix prenant une qualité d'émerveillement, alors qu'il parlait de l'espace infini et de la petitesse des préoccupations humaines sous une telle immensité, et elle comprit que c'était sa façon de gérer le chagrin, en le plaçant dans une perspective cosmique, en se rappelant que la douleur, aussi intense soit-elle, n'était qu'une petite note dans une symphonie incompréhensiblement grande. Ils devenaient des amis. Réalisa-t-elle un matin de fin février, alors qu'ils marchaient dans les jardins enneigés, leurs pas les seules marques dans la poudreuse fraîche, de véritables amis qui connaissaient les blessures, les habitudes et les préférences de l'autre, qui pouvaient anticiper les pensées de l'autre, qui avaient appris à lire les subtils changements d'humeur et d'expression que d'autres pourraient manquer. Pourtant, sous cette amitié, courait un courant sous-jacent de quelque chose d'autre, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à nommer ou à reconnaître. La façon dont son cœur s'accélérait quand il lui souriait, la façon dont sa main s'attardait une fraction de seconde de trop en l'aidant à franchir des plaques de verglas, la façon dont ils avaient commencé inconsciemment à se tenir plus près l'un de l'autre, à rechercher la compagnie de l'autre non par obligation, mais par un véritable désir, à se sentir incomplets lorsque les circonstances les forçaient à se séparer pour une journée. Le cauchemar survint en mars, pendant le dernier souffle de l'hiver, quand le froid semble le plus amer parce que le printemps a été promis, mais n'est pas encore arrivé, et Elara se réveilla non pas à des coups frappés à sa porte, mais au son de cris qui se propageaient à travers les couloirs du manoir de Thornfield, avec une angoisse si brute qu'elle fut hors du lit et en train de courir avant que la pensée consciente ne puisse intervenir, ses pieds nus sur les sols froids, sa chemise de nuit flottant derrière elle, alors qu'elle suivait le chemin familier vers les appartements du duc. Elle ne frappa pas, ne s'arrêta pas sur le seuil pour considérer la bienséance ou la permission. Elle poussa simplement les lourdes portes pour le trouver se débattant dans le grand lit à baldaquin, son visage contorsionné par la terreur, sa voix rauque de crier des mots qu'elle ne pouvait pas tout à fait distinguer, le nom de Catherine, des excuses, des supplications désespérées qui semblaient arrachées d'un lieu profond de culpabilité insupportable. 2 domestiques planaient avec incertitude dans l'embrasure de la porte derrière elle, mais Elara les renvoya d'un geste et se dirigea vers le lit, s'asseyant prudemment sur le bord du matelas et tendant la main vers la sienne, qui était serrée en un point contre sa poitrine. « Adrian » dit-elle fermement, utilisant son prénom pour la première fois, et comme il ne répondait pas, elle le répéta, plus fort, son autre main touchant son épaule avec une douce pression. « Adrian, réveille-toi, tu rêves, réveille-toi. » Ses yeux s'ouvrirent brusquement, hagards et ne voyant rien, et pendant un terrible instant,
Elle pensa qu'il pourrait la frapper dans sa confusion, mais alors la conscience le submergea, et il la vit vraiment, et la terreur dans son expression se transforma en quelque chose d'encore plus dévastateur, la reconnaissance, la honte, et en dessous de tout, un besoin désespéré, suffocant. Il tremblait violemment, son corps entier secoué comme par la fièvre, et sans hésitation, Elara se rapprocha, rassemblant sa main entre les siennes, l'ancrant par son contact. « Raconte-moi, » le pressa-t-elle doucement mais fermement. « Raconte-moi ce que tu as vu. Ne le garde pas enfermé à l'intérieur où il s'envenime. Raconte-moi. » Et il le fit, les mots jaillissant en fragments brisés au début, puis coulant comme un barrage enfin rompu, toute l'histoire terrible de cette nuit d'hiver 3 ans auparavant. Comment Catherine avait rendu visite à sa sœur au village, comment il lui avait envoyé un mot lui demandant de revenir ce soir-là parce qu'il avait quelque chose d'important à discuter, comment il l'avait attendue dans le salon avec une bague dans sa poche, prévoyant de proposer d'avancer la date de leur mariage parce qu'il ne pouvait supporter d'attendre 6 mois de plus. Comment les heures avaient passé et elle n'était pas arrivée. Comment il s'était inquiété et était finalement sorti lui-même pour trouver sa voiture renversée sur la route verglacée, les chevaux hurlant dans l'obscurité, le corps de Catherine gisant incroyablement immobile dans la neige, le cou brisé, les yeux ouverts fixant le vide. « Si je ne l'avais pas fait venir, » dit-il, sa voix se brisant, « si j'avais simplement attendu le matin, si j'avais été patient au lieu d'être impatient, elle serait encore en vie. Je l'ai tuée avec mon impatience, mon égoïsme, mon besoin de tout avoir immédiatement. » Les larmes vinrent alors, enfin, après 3 ans de chagrin gelé, coulant sur son visage, tandis que sa respiration venait en halètement saccadé. Et j'ai peur, j'ai tellement peur, que si je m'autorise à tenir à toi, si je me laisse ressentir quelque chose de réel, je te perdrai aussi, et je ne peux pas survivre à cette perte à nouveau, je ne peux pas. Mais Elara le tenait déjà, tirant sa tête sur son épaule, ses bras s'enroulant autour de son corps tremblant, alors qu'il s'effondrait complètement. Et elle le tint à travers la tempête de chagrin qui s'était accumulée pendant des années, murmurant contre ses cheveux qu'il n'était pas seul, qu'elle était là, que sa peur était compréhensible, mais que sa culpabilité était imméritée, qu'aimer comportait des risques, mais que ce risque était ce qui nous rendait humains. L'aube se leva, pâle et hésitante sur le manoir de Thornfield, la première lumière filtrant à travers les lourds rideaux des appartements du duc pour les trouver encore ensemble. Elara assise contre la tête de lit, la tête d'Adrian reposant contre son épaule, ses bras autour de lui, dans une posture qui aurait scandalisé quiconque en aurait été témoin, bien qu'ils fussent tous deux bien au-delà de se soucier de la bienséance en ce moment d'honnêteté brute. Elle l'avait senti finalement se détendre dans un sommeil épuisé vers 4 heures du matin, sa respiration se régularisant, sa prise sur sa main se desserrant, et elle était restée immobile plutôt que de risquer de le réveiller. Et maintenant que la conscience lui revenait, elle sentit son corps se raidir de prise de conscience, sentit l'embarras commencer à l'envahir alors qu'il réalisait leur position, l'intimité de celle-ci, la vulnérabilité qu'il avait montrée. Il se retira doucement, s'asseyant et passant une main dans ses cheveux en désordre, incapable de croiser son regard, et elle pouvait le voir commencer à construire les murs familiers, à se retirer derrière la formalité et la distance, et elle refusa de le permettre. « Adrian, » dit-elle fermement, utilisant de nouveau son nom avec une intention délibérée. Et comme il ne voulait toujours pas la regarder, elle tendit la main et toucha doucement son menton, tournant son visage vers le sien. « Ce que tu m'as montré la nuit dernière n'était pas de la faiblesse, c'était de la confiance. Et la confiance est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse offrir. » Il secoua la tête,
son expression angoissée, mais elle continua avant qu'il ne puisse parler. « Tu as passé 3 ans à croire que ressentir, c'est inviter la destruction, que s'ouvrir à la connexion, c'est garantir la perte. Mais tu m'as fait assez confiance pour te briser en ma présence, et cela a demandé plus de courage que n'importe quelle armure que tu as construite. » Ils parlèrent tandis que le soleil se levait complètement, remplissant la pièce d'une froide lumière matinale, et finirent par se déplacer vers la petite table près de la fenêtre où un domestique, Madame Holloway, certainement, qui ne manquait rien, avait discrètement livré le petit déjeuner sans frapper ni s'imposer. Autour d'un café et d'œufs, que ni l'un ni l'autre ne touchèrent avec beaucoup d'appétit, Adrian parla avec une hésitation qui révélait à quel point il était peu habitué à une telle honnêteté. « J'ai commencé à vous voir, » dit-il prudemment, non pas comme une obligation ou comme un rappel du devoir, mais comme vous-même. Et Lara, qui lit la philosophie, marche dans le froid et fait preuve de compassion envers les choses brisées. Vous êtes fascinante, vous êtes bonne, vous êtes résiliente d'une manière que je ne peux commencer à comprendre. Il fit une pause, luttant avec les mots. Je ne mérite pas votre patience. Je vous ai traité abominablement, vous ai exilé, ignoré, vous ai fait souffrir pour des crimes que vous n'avez jamais commis. Mais Elara l'interrompit, sa voix douce mais ferme. Mériter n'a rien à voir avec ça. Je ne vous ai pas offert de patience parce que vous l'aviez méritée ou parce que j'attendais de la gratitude ou une récompense. Je l'ai offerte parce que vous en aviez besoin, et parce qu'une partie de moi, peut-être la partie qui a reconnu une âme sœur luttant pour trouver un terrain solide, voulait l'offrir. Elle se pencha légèrement en avant, soutenant son regard. Vous n'arrêtez pas de parler de ce que vous méritez ou ne méritez pas, comme si la vie fonctionnait sur un système d'échange équitable. Mais ce n'est pas le cas. La douleur vient à ceux qui ne la méritent pas. La joie vient sans être méritée. Tout ce que nous pouvons faire, c'est recevoir ce qui nous est donné avec grâce et essayer d'être doux les uns avec les autres en attendant. Quelque chose changea dans son expression, un adoucissement de la tension perpétuelle qu'il portait, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Adrian sourit pleinement. Non pas les brefs éclairs auxquels elle s'était habituée, mais un vrai sourire qui transforma son visage et lui fit voir clairement l'homme qu'il avait été avant que le chagrin ne le remodèle. Le printemps arriva timidement, comme incertain de son accueil après le long règne de l'hiver, et les jardins du manoir de Thornfield commencèrent leur lent réveil. Des perce-neige perçant à travers les dernières plaques de neige, des bourgeons gonflant sur les branches nues, la terre s'adoucissant et libérant son parfum de dégel et de promesses. C'est lors de leur promenade matinale à travers ces terres en transformation, l'air encore vif mais portant une pointe de chaleur qui annonçait des jours plus longs, qu'Adrian tendit la main vers celle d'Elara, non pas inconsciemment comme il l'avait fait en la guidant sur des plaques de verglas, mais délibérément, intentionnellement, ses doigts trouvant les siens et s'entrelaçant avec une douce pression qui posait une question que sa voix ne pouvait formuler. Elle répondit en enroulant ses doigts autour des siens, en continuant à marcher, comme si ce contact était la chose la plus naturelle au monde, plutôt que le changement monumental qu'il représentait. Et ils avancèrent ensemble sur les sentiers du jardin en parlant de choses sans conséquence, la progression des crocus, les plans pour les plantations de printemps, un livre qu'elle lisait, tout en étant tous deux parfaitement conscients de chaque point où leur peau se touchait, de la chaleur s'écoulant entre leurs mains jointes, de la frontière qu'ils franchissaient avec ce simple geste qui semblait en quelque sorte plus intime que toute leur conversation nocturne et leur vulnérabilité partagée. Ils marchèrent ainsi pendant près d'1 heure, les doigts entrelacés, et lorsqu'ils retournèrent enfin au manoir et se lâchèrent pour vaquer à leurs obligations matinales respectives, Elara pouvait encore sentir l'empreinte de son contact comme une chaleur fantôme sur sa paume.
Ce soir-là, ils se retrouvèrent à la bibliothèque comme c'était devenu leur coutume, lisant dans un silence complice. Mais il y avait une nouvelle qualité dans le calme maintenant, une conscience chargée qui rendait chaque croisement de regards accidentel significatif, chaque changement de position lourd de sens. Lorsque l'horloge sonna 10 heures et qu'Elara se leva pour se retirer, Adrian se leva également et l'accompagna à travers les couloirs jusqu'au grand escalier, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, et au pied des marches, il s'arrêta, se tournant pour lui faire face, avec une expression qui mêlait espoir et appréhension. « Elara, dit-il doucement, et elle nota, avec un battement de cœur, qu'il utilisait maintenant son prénom naturellement, sans gêne. « Puis-je vous embrasser pour vous souhaiter bonne nuit ?» La formalité de la demande, la façon dont il demandait la permission plutôt que de simplement prendre ce qui pourrait être considéré comme son droit marital, la toucha profondément, et elle hocha la tête, inclinant légèrement son visage en offrande. Il se pencha lentement, prudemment, comme s'il approchait quelque chose de précieux et de fragile, et pressa ses lèvres sur sa joue avec une telle douceur qu'elle sentit à peine le contact. Mais celui-ci résonna dans tout son corps comme une cloche frappée dans une pièce vide. Ce baiser chaste qui ressemblait à une promesse, au début de quelque chose qu'ils avaient tous deux peur de nommer, mais ne pouvaient plus nier. Ils avançaient lentement, prudemment, tous deux conscients de la fragilité de ce qui grandissait entre eux. Conscients que la confiance, une fois brisée, met du temps à se reconstruire, que les cœurs, une fois brisés, ont besoin de douceur pour guérir, mais cela grandissait néanmoins, indéniable comme les crocus perçant à travers la dernière neige, aussi inévitable que le printemps suivant l'hiver, cette chose tendre s'épanouissant entre deux personnes qui s'étaient toutes deux crues hors de portée d'une telle douceur. La convocation arriva après le dîner, un soir d'avril où la dernière lumière s'attardait, dorée dans le ciel occidental, la voix d'Adrien calme mais intense, alors qu'il lui demandait si elle voulait bien l'accompagner à la galerie des portraits, et quelque chose dans sa manière, une énergie nerveuse, une détermination, fit s'accélérer le cœur d'Elara, tandis qu'elle acceptait et le suivait à travers les couloirs familiers. La galerie était baignée dans la douce lueur des lampes, des portraits de générations de Thornfield observant depuis leur cadre avec des yeux peints, et Elara remarqua immédiatement ce qui avait changé. Le portrait de Catherine, qui avait trôné en évidence et de manière isolée au centre de la galerie comme un sanctuaire, avait été déplacé à sa juste place chronologique parmi les ancêtres de la famille, toujours honoré, toujours beau, mais n'étant plus le point central de la pièce, n'étant plus séparé du cours de l'histoire, comme si sa mort avait arrêté le temps lui-même. Adrian se tenait devant le portrait, les mains jointes derrière le dos, et quand il parla, sa voix portait une assurance née d'une résolution durement acquise. « J'honorerai toujours ce qu'elle a signifié pour moi. Catherine a été mon premier amour, et sa mort m'a presque détruit. Pendant 3 ans, je l'ai gardée ici, isolée, comme si, en préservant sa séparation, je pouvais d'une manière ou d'une autre la maintenir en vie, empêcher le passé de devenir véritablement passé. » Il se tourna pour faire face à Elara, et elle put voir la preuve de la lutte et de la victoire écrite sur son expression. « Mais je ne peux plus vivre dans le passé. Vous me l'avez montré. Vous m'avez montré que guérir ne signifie pas oublier, qu'avancer n'est pas une trahison, qu'il est possible d'honorer ce qui fut tout en embrassant ce qui est. » Il s'avança vers elle, comblant la distance entre eux, et prit ses 2 mains dans les siennes, sa prise chaude et légèrement tremblante. « Nous sommes déjà mariés en droit, liés par des contrats et des cérémonies que ni l'un ni l'autre n'a choisis. Mais je voudrais vous épouser de cœur, Elara. Je voudrais me tenir devant vous maintenant,
en cet instant, et vous offrir non pas une obligation mais un choix, mon choix de vous aimer, de construire une vie avec vous, d'essayer chaque jour d'être digne de la patience et de la compassion que vous m'avez montrée. Ses yeux gris, qui avaient été si froids et fermés à son arrivée à Thornfield, contenaient maintenant des profondeurs d'émotion qui lui coupèrent le souffle. « Si vous voulez de moi, non pas de l'homme brisé qui vous a été donné, imposé par les circonstances et la nécessité, mais de l'homme que j'essaie de devenir, l'homme qui guérit, oui, qui guérit encore, peut-être qui guérira toujours, mais qui guérit grâce à vous, parce que vous avez refusé d'accepter mes murs, parce que vous avez vu au-delà de ma cruauté la souffrance en dessous, et avez offert la grâce au lieu du jugement. » Sa voix s'érailla d'émotion, et elle put sentir le tremblement dans ses mains. « Je ne peux pas vous promettre l'homme que j'étais avant la mort de Catherine. Cet homme est parti, et c'est peut-être ainsi que cela doit être. Mais je peux vous promettre l'homme que je suis maintenant, imparfait et marqué, mais qui essaie toujours d'être meilleur, d'être ouvert, de choisir l'amour même en sachant qu'il comporte le risque de la perte. Voulez-vous m'épouser, Elara? Voulez-vous de moi, non pas en droit, mais en vérité? » Elara sentit les larmes monter à ses yeux, non pas de tristesse, mais de la reconnaissance écrasante de l'importance de ce moment, et quand elle parla, sa voix trembla, mais resta ferme. Pourtant, le poids de la vérité qu'elle avait apprise ces derniers mois. « Oui, » dit-elle simplement au début, laissant le mot résonner seul un instant avant de continuer. « Mais c'est plus qu'un oui, Adrian. C'est un oui avec compréhension, un oui de tout mon cœur, un oui avec la connaissance de ce que nous nous offrons vraiment l'un à l'autre. » Elle resserra sa prise sur ses mains, le tenant aussi sûrement qu'il la tenait. « Je suis venu à Thornfield, résigné à un devoir sans amour, préparé à endurer un mariage de convenance et d'obligation, n'attendant rien de plus qu'une froide formalité et des vies séparées vécues sous le même toit. Mais j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais anticipé, non pas un conte de fées où un héros parfait sauve une demoiselle sans défense, mais quelque chose de bien plus réel et de bien plus précieux. Deux personnes apprenant à guérir ensemble, s'enseignant mutuellement par la patience et la présence que la plénitude est possible, même après la rupture. Elle fit une pause, cherchant les mots justes pour transmettre ce qu'elle avait besoin qu'ils comprennent. « Vous pensez être le seul à être guéri dans tout ça, que je suis en quelque sorte entière alors que vous êtes fracturé. Mais ce n'est pas vrai. Vous m'avez guéri aussi, Adrian. Vous m'avez montré que la force ne réside pas dans le fait de ne jamais se briser, que le courage n'est pas de maintenir une façade parfaite, mais d'avoir la bravoure d'essayer à nouveau après une perte, de rester ouvert après la douleur, de choisir la vulnérabilité même lorsque chaque instinct crie à l'autoprotection. Vous m'avez appris que les liens humains les plus profonds ne viennent pas de la présentation de nos meilleurs côtés, mais du fait de permettre à une autre personne d'être témoin de nos pires côtés et de découvrir qu'elle ne se détourne pas. » Des larmes coulaient maintenant sur son visage, et elle vit une humidité correspondante dans ses yeux, alors qu'elle continuait. « Alors oui, je vous épouserai de cœur. Je vous choisirai chaque jour, non pas l'homme que vous étiez, ou l'homme que vous pensez devoir être, mais exactement l'homme que vous êtes en cet instant, marqué, en guérison, et assez courageux pour aimer à nouveau, malgré la connaissance de ce que l'amour peut coûter. » Et puis il la serra contre lui, une main se levant pour lui prendre le visage avec une infinie douceur, et il l'embrassa convenablement pour la première fois. Non pas la chaste pression des lèvres sur la joue, mais un vrai baiser, doux et hésitant, et plein de promesses, au goût légèrement salé de leurs larmes mêlées, et Elara sentit quelque chose dans sa poitrine s'étendre et s'épanouir,
comme le printemps arrivant après un hiver sans fin. Ils restèrent ensemble dans la galerie des portraits pendant un long moment après, les fronts se touchant, respirant le souffle de l'autre, aucun ne voulant rompre le charme de ce moment. Et quand ils se dirigèrent enfin vers leurs appartements séparés, car certaines frontières nécessitaient encore du temps pour se dissoudre, ils le firent avec la connaissance que quelque chose de fondamental avait changé, qu'ils n'étaient plus deux personnes isolées, liées par une obligation légale, mais deux âmes se choisissant l'une l'autre en pleine conscience et à cœur ouvert. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Catherine, Adrien dormit paisiblement jusqu'au matin, sans que des cauchemars ne troublent son repos, et s'il se réveilla, ce ne fut que pour sourire dans l'obscurité, sachant que dans une chambre voisine, Elara dormait aussi, sachant qu'elle l'avait choisi, sachant qu'il n'était plus seul. Le printemps s'épanouit pleinement sur le manoir de Thornfield, transformant le domaine de son deuil hivernal gris en quelque chose de vibrant et de vivant, et avec le changement de saison vinrent des changements à l'intérieur de la maison elle-même. Alors qu'Adrian commençait à ouvrir systématiquement des pièces qui avaient été fermées depuis la mort de Catherine, tirant les rideaux pour laisser la lumière inonder des espaces qui avaient langui dans l'obscurité, ordonnant aux domestiques de retirer les housses des meubles, ordonnant d'allumer des feux dans des foyers devenus froids, jusqu'à ce que le manoir lui-même semble respirer à nouveau, après des années, à retenir son souffle. Le rire résonnait maintenant dans les couloirs, surprenant au début par son caractère inhabituel, puis s'intégrant progressivement au tissu de la vie quotidienne. La gaieté éclatante d'Elara a quelque chose qu'Adrian disait au petit déjeuner, son petit rire grave à ses observations sèches sur le vicaire en visite. L'amusement partagé qui passait entre eux par des regards et de petits sourires qui n'avaient pas besoin de mots. Ils organisèrent une petite réception en mai, leur premier événement social, invitant les familles voisines à dîner et à jouer aux cartes, et Elara observa Adrian se mouvoir tout au long de la soirée, avec une grâce qui parlait de l'homme qu'il avait été autrefois, charmant, attentif, présent d'une manière qu'il n'avait pas été depuis des années, et elle entendit les remarques chuchotées de leurs invités, l'émerveillement face à la transformation du duc, la spéculation sur la magie que la nouvelle duchesse avait opérée pour le ramener des ombres. Mais la véritable transformation se produisit dans les moments privés, dans la lente dissolution des frontières qui les avaient tenus séparés, même après que leurs cœurs se soient unis, alors qu'ils se découvraient non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement, avec hésitation, avec une douceur née de la patience et du respect mutuel qui rendait chaque contact sacré. Adrian prenait sa main et déposait des baisers sur sa paume, son poignet, le creux de son coude, la cartographiant avec une attention révérencieuse, et elle traçait les lignes de son visage, la cicatrice sur son épaule de cette chute d'enfance, apprenant la géographie de lui avec une tendre curiosité. Ils avancèrent vers une intimité complète progressivement, sur des semaines plutôt qu'en se précipitant, chaque étape négociée par des questions chuchotées et un consentement haletant, et lorsqu'ils s'unirent enfin complètement, ce fut avec une douceur qui fit monter les larmes aux yeux d'Elara, une union qui ressemblait moins au feu de la passion qu'à un retour à la maison après un long exil. Après, alors qu'ils gisaient enlacés dans des draps baignés de clair de lune, filtrant par les fenêtres de la chambre de la duchesse, Adrian traça des motifs sur son épaule nue et murmura contre sa peau. « Tu m'as ramené à la vie. J'étais un fantôme hantant ces couloirs, accomplissant les gestes de l'existence mais ne ressentant rien. Et toi, tu as refusé d'accepter ma mort vivante. Tu as insisté sur le fait que j'étais encore humain, encore capable de guérir, encore digne d'amour. » Il déposa un baiser sur sa tempe, et elle put le sentir sourire. « Je ne crois pas en la providence divine ou au destin, mais si c'était le cas, je dirais que tu as été envoyé pour me sauver. » Elara se tourna dans ses bras, croisant son regard dans la pénombre.
Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, corrigea-t-elle doucement, et elle sut que c'était la vérité. Deux personnes brisées qui avaient, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, trouvé en l'autre le courage de devenir entières. Le cauchemar survint fin juin, par une nuit où l'été s'était enfin installé, chaud et doux sur le manoir de Thornfield, et Elara se réveilla au son non pas de cris, mais de pleurs doux et brisés, et se tourna dans le lit qu'il partageait désormais pour trouver Adrian, assis droit dans l'obscurité, des larmes coulant sur son visage, dans le clair de lune, qui se déversait par les fenêtres ouvertes. Son cœur se serra d'une inquiétude familière, et elle s'assit immédiatement, tendant la main vers lui, s'attendant à trouver la terreur et l'angoisse qui avaient caractérisé tous ses précédents cauchemars. Mais quand il se tourna vers elle, son expression portait quelque chose de différent, non pas la peur, mais une tristesse profonde, presque paisible, le genre de chagrin qui ne vient pas des blessures qui se rouvrent, mais de leur fermeture finale et douce. « J'ai rêvé de Catherine, dit-il, sa voix épaisse de larmes mais stable, et Elara se prépara à offrir du réconfort, à le tenir pendant un autre récit de cette nuit terrible, mais il secoua la tête comme s'il lisait ses pensées. Non, ce n'était pas comme avant. Elle se tenait dans le jardin, dans la roseraie qu'elle aimait, et elle souriait vraiment, comme elle le faisait avant. Il fit une pause, luttant avec l'émerveillement de la chose. Elle m'a regardé, et j'ai su, de la façon dont on sait les choses dans les rêves sans mots, qu'elle n'était pas piégée, ne souffrait pas, n'attendait pas que je la rejoigne dans la mort. Elle était en paix, et elle m'a dit... Sa voix se brisa, et de nouvelles larmes coulèrent. Elle m'a dit d'être heureux. Elle a dit qu'elle m'avait aimé, mais que l'amour ne nous enchaîne pas au passé, que son plus grand souhait était que je vive pleinement, que j'aime à nouveau, que je la laisse partir non pas avec culpabilité, mais avec gratitude pour ce que nous avons partagé. Il se tourna complètement vers Elara, prenant ses mains comme pour s'ancrer à ce moment, à cette réalité. Elle t'a souri aussi, dans le rêve. Elle t'a vu à côté de moi, et elle a approuvé. Elle était contente. Oh mon Dieu, Elara, pendant tout ce temps, j'ai pensé que t'aimer, c'était la trahir, et dans le rêve, elle me libérait, nous bénissait, me disait que c'est ce qu'elle aurait voulu. Elara le serra contre elle, berçant sa tête contre son épaule alors qu'il pleurait, mais ses larmes étaient différentes de toutes celles qui étaient venues avant. C'étaient des larmes purificatrices, le genre qui lave la vieille douleur plutôt que de s'y noyer, le genre qui vient quand un fardeau longtemps porté est enfin, béni soit-il, déposé. Elle le tint alors que l'aube éclaircissait progressivement le ciel, le faisant passer du bleu profond à l'or pâle, et lorsque les premiers oiseaux commencèrent leurs chants matinaux, les larmes d'Adrian s'étaient calmées en une respiration tranquille, et il leva la tête pour la regarder avec des yeux qui semblaient en quelque sorte plus légers, plus clairs, comme si un voile avait été retiré. « C'est parti, » dit-il doucement, avec une note d'étonnement. « Le poids que je portais, il est parti. Je peux encore sentir son absence, je la sentirai toujours, mais la culpabilité, le sentiment écrasant que je l'ai tué, que je ne mérite pas le bonheur. » Il secoua la tête. Il s'est levé. Et alors que le matin arrivait pleinement, inondant leur chambre d'une douce lumière estivale, tous deux sentirent la vérité de cela. Le passé avait enfin, véritablement, relâché son emprise, les laissant libres d'avancer vers l'avenir qu'ils construiraient ensemble. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce matin de juin où le poids du passé s'était enfin levé. Et le manoir de Thornfield ne ressemblait guère à l'endroit silencieux et endeuillé où Elara était entrée pour la première fois en ce sombre jour d'automne. Maintenant, il était rempli de lumière, de chaleur et du chaos particulier qui accompagne les jeunes enfants, car Adrian et Elara
avait eu la bénédiction d'en avoir 2. William, qui à 4 ans possédait les yeux gris de son père et la curiosité de sa mère, et la petite Catherine, nommée en l'honneur et non dans la douleur, qui à 2 ans découvrait tout juste la joie de courir dans des couloirs qui avaient autrefois été hantés par rien d'autre que le silence et le chagrin. Le manoir résonnait de leurs rires, du bruit de petits pieds sur les sols de marbre, des questions sans fin, des exigences et des délices de l'enfance. Et les domestiques, qui avaient autrefois marché sur des œufs, souriaient maintenant ouvertement, leur propre bonheur reflétant la transformation de la maisonnée qu'ils servaient. Dans la galerie des portraits, le tableau de Catherine Ashworth était toujours accroché à sa place d'honneur parmi les ancêtres de Thornfield, mais à côté de lui se trouvait maintenant un portrait d'Elara, commandé pour leur 3e anniversaire, les 2 femmes égales en beauté et en dignité, le passé et le présent coexistant sans conflit, et Adrian avait dit à leur fils, lorsqu'il avait posé des questions sur les 2 duchesses, que toutes 2 étaient importantes, toutes 2 étaient aimées, toutes 2 méritaient qu'on se souvienne d'elles, car la guérison n'est pas l'effacement mais l'intégration. Non pas l'oubli, mais l'apprentissage de porter la mémoire avec grâce plutôt qu'avec angoisse. Les cauchemars venaient encore occasionnellement, peut-être 2 fois par an maintenant, mais quand ils survenaient, Adrian savait comment les surmonter, savait qu'il fallait réveiller Elara, parler de ce qu'il avait vu, la laisser le tenir jusqu'à ce que la terreur passe, et il se réveillait toujours avec de la gratitude pour sa présence, plutôt que de la honte pour sa vulnérabilité. En cet après-midi d'été particulier, Elara travaillait dans la roseraie que Catherine avait plantée et qu'elle avait restaurée et agrandie, les mains dans la terre, le visage tourné vers le soleil, tandis que leurs enfants jouaient à proximité sous l'œil vigilant de leur gouvernante et de la fenêtre de son bureau. Adrien les regardait avec une paix qu'il avait autrefois cru impossible, un contentement si profond qu'il le faisait parfois pleurer, non pas de chagrin, mais d'émerveillement que la vie puisse se transformer si complètement, que la joie puisse suivre le désespoir, que l'amour puisse refleurir sur un sol brûlé par la perte. Cher auditeur, si vous êtes resté avec nous tout au long de ce long récit de deuil et de guérison, sachez que ces leçons sont universelles et vraies. Guérir n'est pas oublier. C'est apprendre à porter nos blessures avec grâce, tout en ouvrant nos cœurs à une nouvelle joie. Accepter que les cicatrices font partie de nous, mais non pas à nous définir. Comprendre que le passé mérite l'honneur, mais que le présent mérite notre pleine présence. La nuit la plus sombre cède la place à l'aube. Si seulement nous avons le courage de l'attendre, de rester ouverts même lorsque tout en nous veut se fermer, de choisir la connexion même lorsque l'isolement semble plus sûr. Puissiez-vous trouver votre propre paix dans les tempêtes que vous traversez, votre propre seconde chance au bonheur lorsque vous croyez que toutes les chances sont épuisées, votre propre compagnon patient qui voit au-delà de votre armure le cœur tendre qui se trouve en dessous. Puissiez-vous bien vous reposer ce soir, sachant que la transformation est toujours possible, qu'aucun hiver ne dure éternellement, que le printemps vient même sur le sol le plus gelé. Cette histoire vous a été présentée par Comté d'espoir et de guérison. Abonnez-vous pour plus d'histoires de rédemption, de patience et du courage extraordinaire des cœurs ordinaires apprenant à aimer à nouveau. Bonne nuit, cher auditeur, et que vos propres rêves soient paisibles.